Donc, bonjour à tous. Comme ça l'a dit, je vais parler des bonnes habitudes de code d'un data scientist. Donc moi c'est Maria, je suis actuellement lead software engineer chez Billy. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le plan pour mon talk, il est assez simple. Donc il y aura une introduction, du live coding et une conclusion. Et je vais commencer par vous dire que ceci n'est pas un talk sur l'industrialisation de la data science. Ouais. Donc, ceci n'est pas un talk sur l'industrialisation de la data science. Donc, désolé, mais on ne va pas parler d'architecture, on ne parlera pas de data mesh, on ne parlera pas de monitoring, de continuous training ou de trucs comme ça. Ce dont on va plutôt parler, ça va être de maintenabilité du code, de test, de craft, d'exploration et de build. Et tout ça via une séance de live coding. En fait, la problématique à laquelle nous nous sommes confrontés en tant que data scientist, souvent, c'est cette problématique d'expérimentation. Donc, on a souvent besoin de tester des données, vérifier qu'il y a du signal dans les données, tester plusieurs modèles, voir si ça marche, faire du pré-processing, puis le changer après, etc. Et en soi, c'est un peu chaotique, mais ce n'est pas très grave parce que c'est un peu l'essence même d'une expérimentation, c'est de tester, de jeter, de retester, etc. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, généralement, c'est quand on essaye de prendre cette expérimentation telle qu'elle et de la mettre en production. Et des anti-patterns qu'on voit, c'est utiliser par exemple des Jupyter Notebook ou des cahiers d'exploration, et qu'on essaye de les mettre directement en production, ou on essaye de les passer à une équipe de dev en leur disant tenez, je veux bien que cette pipeline elle aille en production, etc. Et certes, Jupyter Notebook, franchement, c'est très cool pour faire de l'exploration. Mais ce n'est pas un outil qui a été fait pour aller en production parce que ça ne garantit pas du tout un code robuste ou un code en tout cas dans lequel j'ai confiance pour l'envoyer en production. Et donc la question qui se pose, ou les questions qui se posent, c'est comment on fait d'ailleurs du coup pour capitaliser sur les expérimentations, comment passe-t-on d'une expérimentation à de la valeur et comment fait-on collaborer data scientist et développeurs. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à ces questions, malheureusement. Par contre, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il existe des bonnes habitudes, ou en tout cas que ce sont les gestes du quotidien qui provoquent un changement durable dans nos manières de faire. Et moi, j'ai essayé de m'inspirer des pratiques du software craftsmanship. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu toute une philosophie autour du clean code, ou en tout cas comment faire du code. Et j'ai essayé donc de prendre quelques pratiques de ce domaine-là habituellement utilisés pour des projets classiques de software et les appliquer à la data science pour ne pas tomber dans le travers qu'on voit dans cette photo ici, c'est-à-dire copier des notebooks puis ne plus savoir lequel fonctionnait, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de jeter, avoir 5 untitled one, bref. Donc l'idée c'est d'essayer de sortir de ce schéma-là et de réussir à capitaliser le plus rapidement possible. Et donc au lieu de dérouler des slides sur ces bonnes habitudes-là que j'ai identifiées, j'ai décidé de vous faire une séance de live coding. Ce qui va se passer, c'est qu'on va supposer que je suis un data scientist, j'ai fait mon notebook, je suis très contente, j'ai testé 2-3 modèles, ça marche bien, j'ai pré-processé mes données d'entraînement, mes données de test, etc. Et là, je suis assez satisfaite, j'ai envie de capitaliser là-dessus et j'ai envie d'extraire mon code. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire devant vous. Et ce que fait ce notebook, donc, c'est qu'il traite du dataset Adult Census Income. Donc, c'est un dataset qui essaye de prédire si le salaire d'une personne dépasse ou non les 50 000 $. Voilà. Et juste avant, donc, ce que je vais essayer de faire, c'est, comme je l'ai dit, capitaliser et sortir le code du notebook. Pourquoi ? En fait, ce schéma, il résume un peu pourquoi. C'est parce qu'au début, quand j'ai commencé mes expérimentations, le Jupyter Notebook, c'était super, j'avais un feedback rapide, j'avais peu de code, j'ai testé, ça apparaissait juste en dessous, j'étais très contente. Et après, plus le code a grossi, moins je m'y retrouvais, moins ça me satisfaisait. Et du coup, j'arrivais plus à naviguer dans mon code, je savais plus comment le réutiliser, et en plus, je pouvais pas le tester. Donc voilà pourquoi je vais essayer de le sortir du notebook. Et comment je vais le faire ? Je vais utiliser le TDD. Ceux qui connaissent pas, donc TDD, c'est Test Driven Development. C'est une technique de développement pilotée par les tests, qui est cyclique et qui se fait en trois étapes, on va dire. Première étape, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais écrire un test qui ne passe pas, donc un test rouge pour valider le comportement que je veux que mon code fasse. Puis je vais écrire le code qui va valider ce test et qui va le faire passer vert.
Et quand je serai sereine que mon code il fait bien ce que je veux, je vais le refactorer et ainsi de suite. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais tester mon code, le nettoyer et l'extraire au fur et à mesure. Donc voilà. Donc voilà mon notebook. Je vais le lancer. Donc je suis sur PyCharm, je vais faire du Python. Et donc là, j'ai ouvert mon notebook sur PyCharm. Bon, c'est pas très parlant. Je vais vous le montrer ici. Donc voilà, un notebook, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je fais mes imports. Je lis mes fichiers. Je les affiche. Là, je commence à faire quelques petits traitements. Puis, je fais la même avec les fichiers test, donc le test set. Et après, voilà, j'ai testé quelques modèles, donc Logistic Regression, Decision Tree, etc. Donc déjà, première chose qu'on peut remarquer, et déjà un des avantages de l'IDE que j'ai pas quand je fais du Jupyter Notebook, c'est que là déjà je peux voir très facilement que j'ai des imports que j'utilise pas, alors que ce feedback-là, je ne l'ai clairement pas dans mon notebook. Et je peux même les enlever assez facilement. Donc vous verrez mes petits raccourcis s'afficher en bas. Bon, je vais pas tous les dire, mais ils seront enregistrés dans la vidéo. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'extraire ce code petit à petit de mon notebook. Bon, là, c'est des imports, ça ne m'intéresse pas trop. Là, je lis des fichiers, OK. Et donc là, je commence à faire un truc intéressant. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère ma colonne des Y, qui est ma colonne income. Donc c'est là où il y a les salaires des gens que j'essaie de prédire. Je la sépare de mes data train, donc de mes X. Et après, j'applique une transformation dessus. Bon, bref. Donc c'est une logique que je fais et que je me dis, en fait, je serai amenée à extraire ma colonne des Y très, très fréquemment. Donc j'aimerais bien capitaliser sur cette logique-là. Donc, je vais commencer à extraire. Donc, je vais créer mon dossier source et je vais créer mon dossier test parce que je vais faire du TDD. Hop, je vais commencer par créer mon file de test. Donc, je vais l'appeler test preprocessing. Hop. Ok, je vais créer mon fichier source. Ok. Très bien. Et là, je vais commencer par faire ça. Donc, je vais tester mon code de pré-processing. Je vais utiliser unit test. Voilà, hop. Très bien. Et je vais créer mon premier test sur la méthode que j'ai envie d'extraire. Donc là, j'ai un petit raccourci, un template qui me permet d'avoir mon test. Je vais l'agrandir parce que ça ne soit pas trop. Donc voilà, mon template de test classique. Donc given when then. Donc given étant donné mes conditions initiales when je fais ce que j'ai envie de tester. Then, je m'attends à avoir comme résultat ce que je vais avoir comme résultat. Donc, c'est un pattern assez classique. Et là, ce que je veux tester, c'est cette première logique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'extraction de la colonne des Y. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais dire test extract Y should separate Y and X in data frame. Voilà. Donc j'essaie d'être très explicite dans mes noms de tests parce que ça sert de documentation et que ça coûte rien. Et donc moi ce que j'ai envie de tester c'est quand je fais extract Y de mon data frame, j'aimerais bien avoir mes données de test, donc mes features pardon, et mes Y. Donc là je vais créer mon data frame d'entrée. Hop. Tac. Je vais créer deux colonnes pour faire simple. Donc une colonne features qui va contenir A, B, hop, C et une colonne income, donc la colonne de mes Y dans mon cas à moi, et donc qui va contenir des trucs comme supérieur à 50K, inférieur ou égal à 50K, hop, voilà, des trucs comme ça, hop, voilà. Et donc moi, ce que je m'attends à recevoir en sortie, c'est que mon X, ça je prends assert equal de mon X qui soit égal à mon data frame d'entrée, avec sans la colonne des Y, donc celui-là, hop, tac. Et ce que je m'attends à voir aussi, c'est que ma colonne des Y, ça soit une série panda avec ces valeurs-là. Et ouais, c'est pas comme ça qu'on initialise une série, c'est comme ça. Et qui s'appelle income. Voilà.
c'est ça mon test. Donc je vais extraire cette colonne-là et je vais séparer les deux. Et bon, je vais créer ma fonction. Pour l'instant, elle est vide. Et je vais créer mon premier... je vais lancer mon premier test. Et donc là, j'aurai fini ma première étape de TDD. Donc j'ai mon test rouge. Il valide ce que j'ai envie de faire. Et maintenant, ma deuxième étape du TDD, c'est de passer ce test au vert. Et donc pour extraire... ce que je vais faire, comme je vais extraire mon code, je vais l'extraire directement. Donc je vais faire ça. Hop. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Et je vais faire return... donc ça, c'est pas data train, ça c'est... hop, ça c'est df. Et donc moi, je vais retourner df et ytrain. Et je relance mon test. En faisant CTRL R. Et là, mon test, il passe pas parce qu'il me dit, j'arrive pas... En fait, ce que veut dire ce truc-là, c'est que j'arrive pas à valider l'égalité de deux data frames. C'est un peu gênant, mais heureusement, Panda, ils ont trouvé une solution. Donc, ils nous ont créé un petit framework de test. Et donc là, si je fais assert frame equal et que j'essaie de l'importer, mon IDE, il trouve bien que Panda, il a un framework de testing. Donc c'est génial. Et donc là, je vais faire assert series equal. Pareil, il va le trouver. Et là, je relance mon test. Et j'espère qu'il est vert. Et il est vert. Donc, deuxième étape de mon TDD, fini. Et donc, je passe à la troisième étape, le refacto. Donc, refacto, c'est-à-dire améliorer mon code. Et première chose que j'ai envie de faire, un truc tout con, mais j'ai envie de type inter. Bon, Python, certes, ce n'est pas un langage qui est fortement typé, mais j'ai quand même envie de faire ça. Pourquoi? Donc, j'ai envie de dire que cette méthode-là, elle prend un data frame en entrée, et ce qu'elle me renvoie, c'est un tuple qui est composé d'un data frame, et d'une series. Et donc, outre le côté documentation qui me permettra dans 5 mois, quand j'aurai envie de réutiliser ma méthode, de savoir ce que ça prend et ce que ça me renvoie, il y a aussi un côté feedback rapide quand je fais mon dev. C'est-à-dire que là, si j'efface par exemple ça, mon IDE va me dire « Ah, attention, expected type data frame, mais got tuple ». Donc en fait, ça prévient quelques erreurs. Là aussi, si je mets un entier, il me dira « Moi, je veux pas un entier, moi je m'attends à avoir un data frame ». Donc bref, donc ça c'est cool. Deuxième étape, donc là il me dit que bon, une variable should be lowercase, donc je vais renommer ça, Shift F6, hop, ouais, je vais appeler ça Y. Et troisième truc, c'est que là, bon, il s'avère que ma colonne des Y s'appelle income, et si demain j'ai envie de réutiliser ma fonction, j'ai pas envie que ça s'appelle income, donc j'ai envie de pouvoir réutiliser ma fonction sereinement, donc je vais extraire ça en paramètres. Et il existe plein de petits raccourcis comme ça, CTRL-ALT-P, qui permet d'extraire en paramètres, CTRL-ALT-V en variable, CTRL-ALT-C en component, bon, bref. Donc c'est assez pratique. Donc là, je vais extraire ça, je vais appeler ça column, column name, et je vais dire que c'est un string. Et je vais relancer pour vérifier que j'ai rien cassé, et tout se passe bien. Dernier truc qui me dérange, c'est ce inPlaceTrue, qui en fait modifie mon data frame d'entrée. C'est-à-dire que là, mon data frame, ma variable d'entrée, elle est modifiée et je trouve ça très error prone et du coup, je ne maîtrise pas. J'aimerais bien donner un truc en entrée, avoir un truc en sortie et pas modifier ce que j'ai en entrée. Ces side effects, je les aime pas et j'ai envie de maîtriser en fait mes variables. Et donc, j'ai envie d'enlever ce truc-là, mais pour valider ça, je vais faire un test. Donc, je vais continuer mon test, je vais rajouter une autre condition. Je vais ajouter une condition, je vais dire j'ai envie que mon data frame soit égal, ne soit pas modifié, donc reste égal à ce data frame là. Et là quand je relance mon test, bon il est rouge, normalement parce que ils sont pas pareils les data frames. Et là je vais enlever mon inPlace, je vais faire un x égal, hop, et là je vais envoyer mon x, et je vais relancer mon test, et il passe. Donc voilà, donc là j'ai fini mon premier cycle d'extraction, donc de TDD. Donc j'ai fait mon test, je l'ai passé au rouge et j'ai fait le code. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste bouger ça dans mon fichier source. Hop. Et voilà. Et donc je vais passer à... ce que je peux faire aussi, c'est que je peux, donc au fur et à mesure que je travaille, commencer à modifier mon notebook. Parce que ce que ça me permettra de faire, ça me permettra
en fait, déjà de valider que mon code... Donc, ça me rajoute un filet de sécurité en plus parce que je vérifierai à la fin que mon notebook qui continue de fonctionner. Et en plus, ça me permet de cleaner mon notebook comme ça au fil de l'eau. Et donc voilà, donc ça j'en ai plus besoin. Et maintenant je vais faire la même chose, mais pour cette méthode-là. Donc ce que ça fait ce truc-là, c'est que donc moi j'ai des strings, donc des chaînes de caractères dans ma colonne des Y. Et moi j'aimerais bien avoir des 0 et des 1 parce que c'est plus facile à préprocesser. Donc j'aimerais transformer ces variables en categorical, en 0,1 quoi. Et donc en numerical variable, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer un autre test. Hop, donc je vais faire transform y into numerical variables par exemple. Should fill replace values with zeros and one. Ok. Et donc, pareil que tout à l'heure, je vais prendre une série cette fois. Donc, on va dire que ça, c'est ma série d'entrée. Et moi, quand je vais faire un transform y into nanana, moi, mon result y, ce que je veux qu'il soit, c'est comme ça en fait. Hop, assert series equal. Et là, je vais mettre result y. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une série faite de 0 et de 1. Donc là, j'aimerais avoir... ça, c'est super. Donc c'est 1. Et là, j'aimerais avoir un 0. Voilà. Je vais créer ma méthode. Tac, tac. Je lance mon test. Donc il passe pas forcément parce que mon code est vide, ma méthode est vide. Et là ce que je vais faire c'est que je vais, comme tout à l'heure, je vais copier ça. Tac. Et je vais faire un return. Et là je vais mettre Y. Et je lance mon test. Et mon test il passe. Donc génial. Et donc là, étape refacto comme tout à l'heure, je m'en fais des séries. Ça me renvoie une série. Hop. Et là aussi, j'ai pas envie d'avoir cette variable en dur parce que j'ai envie de pouvoir réutiliser cette méthode tout le temps. Donc je vais l'extraire encore une fois et je vais appeler ça y threshold value par exemple. Hop. Et je vais dire que c'est un string et je vais relancer et c'est bon. Et donc je vais remplacer ici. Je vais importer. Ah non, attendez, j'ai pas bougé la méthode. Là, je vais la bouger. F6. Hop. Tac. Ok. Tu fais ça, le code il part de chez test. Il est où après? Il est ici, pardon. Dans les sources. Dans les sources. Et c'est celui-là que tu utilises dans ton... Ouais, exactement. Et pourquoi je copie-colle pas? Je copie-colle pas parce que en fait, lui, il me l'importe derrière et ça me permet de juste... imaginons que je l'ai utilisé 10 000 fois cette fonction et qu'après je la bouge. En fait, il changera les imports pour moi et j'ai pas à me taper 10 000 fichiers d'import. Donc voilà. Le code qui est testé, c'est exactement celui qui est là. Donc on peut tester. Donc là, si je change et que je mets 2, en théorie, ça devrait casser. Ça casse. Voilà, parce qu'il me dit, là c'est 1, 2, 2, alors que moi je m'attends à 1, 0, 0. Donc tout va bien. Ok, donc là je reviens ici, donc je vais faire je vais importer cette méthode là, je vais hop l'apply ici, hop pardon, ok, et donc je vais tester, je vais refresh ce truc là, je sais pas s'il a été mis à jour, ouais ça a l'air d'être bon. Est-ce que ça va toujours marcher? Ouais, ça marche toujours. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Bon, je vais vous épargner les petites méthodes du début, donc je n'ai pas trop de temps. Donc je vais passer à mon deuxième commit. Hop. Donc, donc moi, j'avais déjà avancé un peu. Donc j'étais arrivée à cette étape-là. Donc j'avais trois méthodes. Et là, j'avais mes tests. Voilà, là. Donc voilà, ici dans mon notebook, j'avais un peu commencé à select non-numerical colon, etc., etc. Et donc là, je vais passer à la prochaine étape. Donc ce que je fais ici avec mes missing values, on peut le voir là. Hop, je refresh parce que je ne sais pas s'il a été actualisé.
Tac, 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 tac. Tout va bien. Ok. Donc là, ce que je fais dans mon notebook, prochaine étape, c'est que je suis en train de drop les colonnes avec beaucoup de missing values, donc typiquement ces colonnes-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je calcule la fréquence de mes missing values, donc un missing value frequency. Bon, là, je les affiche. Et là, je dis, si j'ai plus de missing value que 0.2, donc je considère que la colonne, elle est nulle, donc j'ai envie de la drop. Donc là, je drop cette colonne. Et donc là aussi, c'est un truc que j'ai envie de récupérer. Donc, je vais repartir sur mon cycle de TDD. Donc, bon, pour faire simple, je vais copier-coller ce test. Trap test drop colons should drop colons with too many missing values. Ah oui, pardon, c'est bon. Là, je zoome. Donc, on va dire que ça, c'est colon to drop, je vais l'appeler, bon. Et là, ce qu'il me dit, c'est que les missing values, c'est soit des égales, des points d'interrogation, pardon, soit des not in universe. Donc, je vais récupérer ça. Hop. Et je vais rajouter une valeur, n'importe laquelle. Hop. Tac, tac, tac. J'aime bien avoir des double quotes parce que c'est plus PEP8. Bon. Et du coup, là, je vais faire drop colons. Voilà, drop colons. Et ce que je m'attends à avoir, donc mon expected data frame, c'est je veux avoir uniquement ça. Parce que l'autre colonne, je veux qu'elle soit droppée en fait. Et donc là, vous connaissez. Donc je crée la fonction. Nanana. Je lance mon test. Et il casse. Il casse, logique. Et donc là, je vais récupérer, comme d'habitude, mon code. Hop. Je vais le mettre là. Bon, là, ça s'appelle df, du coup. Et tout simplement, je vais même pas lire ce que ça fait, je vais juste faire return df et on va voir si mon test il passe. Youpi, donc il passe. Super, donc il a bien drop ces cette colonne là parce qu'il y a trop many missing values et il m'a gardé la colonne sans missing values. Et donc là je vais passer à l'étape refactor. Donc là je vais type hinting, donc data frame, tac. Pareil que là, bon, le nom de la variable, elle n'a pas trop de sens que le drop point, donc je vais renommer. Là, le in place, je l'aime pas non plus, donc je vais faire un return de ça et ça, je vais enlever. Hop. Et ce que je vais faire aussi, ouais, donc ça aussi, j'ai envie de le variabiliser, parce que mes missing values, ça peut être plein de trucs différents. Donc je vais extraire ça en paramètres et je vais dire missing values, hop, et je vais extraire cette valeur qui est la valeur à partir de laquelle je considère que la colonne j'ai envie de la dropper. Donc je vais extraire ça aussi, je vais appeler ça threshold. Voilà, hop, float, et là je vais dire que c'est une liste pour le moment. Je relance, tout se passe bien. Ok. Et donc là, j'ai extrait ça, mais j'ai quand même envie d'être sûr que cette méthode, elle fonctionne bien comme je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, je vais vérifier que cette méthode, elle should not drop colon, donc qu'elle drop aucune should not drop colon. Donc elle ne drop aucune colonne quand il n'y a pas de missing values. Should not drop colon when there are no missing values. Ok, et donc là je vais mettre des valeurs, par exemple in universe. Et moi je veux que dans ce cas-là, mon expected data frame, ça soit mon data frame de base. Et je vais lancer mon test. Et il passe pas, et il me dit même key error true. C'est-à-dire, c'est-à-dire que là, il n'a pas réussi. En fait, il n'y a pas de missing values, donc ça n'existe pas. Donc en fait, il ne trouve pas la key, en fait. Il a une key error.
Et donc, heureusement que j'avais testé. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire un fixe très quick clean pour faire passer mon test. Donc là, je vais faire un try except key error et je vais return data frame. Parce que si en fait j'ai cette erreur là, c'est que j'ai pas dû trouver de missing values et dans ce cas là, je veux juste return mon data frame de base. Et donc là, si je... Bien sûr, c'est pas le fixe idéal, peut-être que je pourrais juste skipper tout ça si je trouve pas de missing values, mais pour le moment, on va dire que c'est bon. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'était assez important de faire ce test-là parce qu'aujourd'hui, dans mon notebook, cette fonction marche, mais demain, si je veux la réutiliser, ça m'aurait fait un bug parce que je n'avais pas prévu ce cas-là. Et maintenant, au moins, je suis sûre que je l'ai taclé. Et donc, c'est intéressant de toujours tester des cas à la marge quand on extrait des fonctions. Je vérifie juste le temps. Ok. Donc, je vais aussi, je vais skipper jusqu'à la fin parce que j'ai plus trop de temps. Hop. Ok. Donc là, je vais vous montrer vite fait à la fin ce que ça donne. Donc, j'ai ça. Hop. Ok. Donc, je vais avoir tous ces tests-là. Avec drop column with no added values, etc. Je zoome. Voilà, donc là j'ai fait categorize hash colon, etc. Donc là c'est mon fichier de source avec toutes mes méthodes bien testées, bien typées, bien testées, plutôt propre, pas à 100%, mais plutôt propre. Et en fait mon notebook il donne ça. Hop, je vais refresh. En fin de compte, il donne ça. Et là, ça marche pas. Parce que cannot import. J'ai dû faire un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va dire que c'est un effet démo et que ça marche pas. Hop. Ouais, ça marche pas. Bon, bref. De toute façon, c'est pas très important. Donc, l'idée, c'est que j'ai importé les méthodes et je les ai déjà réutilisées 2 fois. Donc là, en fait, je les ai utilisées pour mes train tests et je les ai aussi réutilisées pour mon test set. Donc là, j'ai utilisé extract Y, transform Y, nanana. Et donc déjà, j'ai dû les réutiliser. Au moins, je suis sûre que ça fait le même comportement partout, au lieu d'avoir copié-collé des trucs, sans garantir que j'ai préprocessé de la même manière mes tests et mes trains. Et donc voilà. Et dernier point dont je voulais vous parler avant de passer à la conclusion, c'est que vous allez me dire, bon, c'est cool tout ça, le préprocessing, c'est facile à tester. J'ai un data frame en entrée, je fais un truc, j'ai un data frame en sortie, donc je fais des tests unitaires comme ça. Comment je teste comment je fais pour du code de machine learning? Donc, comment je fais quand je fais un train, je sais pas, je calcule le recall, etc. Comment je fais pour tester ça? Et par exemple, des méthodes comme ça, hop, train, modèle, cross-val predict, je fais un fit, etc. Comment je teste unitairement? Et donc, ma réponse à ça, c'est que on ne teste pas unitairement que le train, il a bien train, en fait. Ça, c'est pas le but d'un test unitaire. Le test unitaire, son but, c'est de me rendre confiante vis-à-vis de mon code, de me créer un filet de sécurité pour vérifier que mon code fait bien ce à quoi je m'attends. Et comme un train, de toute manière, je ne peux pas prédire ce qu'il va donner et ce à quoi je m'attends. Donc, c'est pas fait pour... en plus, c'est long. Les tests unitaires, ils doivent être répétables à l'infini, ils doivent être courts, rapides, etc. C'est pas du tout ce qu'est un train ou une calculate matrix. Donc, il existe d'autres types de tests, donc des threshold tests ou, je sais pas, des tests end-to-end pour valider ça. Mais ce n'est pas les tests unitaires qui vont valider que mon train, que j'ai un accuracy score de 0.9, par exemple. Par contre, là où c'est intéressant, les tests unitaires, c'est que là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé que mon entraînement, il faisait bien ce que moi je voulais qu'il fasse, indépendamment du résultat que ça va me donner. Je m'explique. Donc là, moi, mon train, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère des arguments. Donc, il crée mon modèle. Il fit mon modèle avec X-train, Y-train, et après il me renvoie, il fait un cross-val predict et il me renvoie les prédictions de ce cross-val predict. Et là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai vérifié que mon modèle, il a bien été appelé avec mes arguments que je lui ai passés, que mon fit, il a bien été appelé avec X et Y sur mon modèle, donc le modèle a bien été fité. Et à la fin, j'ai vérifié que mes expected predictions, c'est les prédictions
qui sont retournés par mon cross-al predict que j'ai moqué ici. Donc bref, c'est pas grave si c'est pas très compréhensible ce que j'ai fait, mais grosso modo, l'idée, c'est que je vérifie bien que je fais tous les appels que j'ai besoin de faire. Parce que si demain, je sais pas, sans faire exprès, j'efface un import ou j'efface ici ça ou je sais pas quoi, ben en fait, ça casse mon test et je sais que c'est plus que... C'est pas ce que moi je voulais faire à la base. Donc l'idée, c'est que je vérifie ça. Autre exemple, mon calculate metrics, moi j'ai besoin, parce que, je sais pas, on a besoin de calculer 5 métriques à chaque fois. Donc la confusion matrix, l'accuracy, la precision, le recall, la fin score. Et donc, moi, ça m'intéresse de vérifier que tout a été assert called once with. Donc, quand je calcule mes métriques, je calcule vraiment chacune de mes métriques. Comme ça, si un jour j'en efface une ou que je la change, j'ai un test pour me rappeler que, attention, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Parce que dans ton test, c'est pas ce que tu as précisé. Donc, au moins, ça me permet d'être sûr que quand je change quelque chose, c'est un truc voulu, quoi. Donc voilà, à quoi ça pourrait servir des tests unitaires dans ce cas de figure. Finalement, donc je vais repasser à mes slides et faire de la conclusion, parce que sinon je vais être trop longue. Donc, je vais repasser sur les habitudes qu'on peut tirer un peu de cet exercice. 1. Maximiser la productivité et la reproductibilité. Tout versionner, tout. Même les expérimentations, c'est-à-dire avec du Git. Il y a d'autres outils aussi. Du MLflow pour les entraînements, c'est génial. J'ai mes hyperparamètres, j'ai mes métriques en sortie, je peux tout versionner. Des DVC pour des datasets. Je versionne même mes modèles, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc bref, je versionne tout. 2. Même mon notebook. Utiliser un IDE. Franchement, l'IDE, c'est... Moi, si j'ai plus mon IDE aujourd'hui, ma productivité, elle est divisée par 10. Donc, on peut profiter du feedback, des raccourcis. On peut switcher rapidement, bon bref, donc utiliser un IDE et rendre l'environnement reproductible. Donc ça c'est classique, préciser les librairies qu'on a utilisées, utiliser les environnements virtuels. Voilà. Deuxième habitude, capitaliser et sortir du notebook. Ça j'en ai déjà parlé, mais pourquoi? Parce que je veux tester mon code, parce que je veux le réutiliser. Et en fait, je ne veux pas juste faire cet exercice parce que je veux mettre mon code en production. Si ça se trouve, ce code, il n'ira jamais en production. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir le réutiliser demain sans devoir refaire tout ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. Et donc, réduire la boucle de feedback et surtout pouvoir utiliser un IDE. Habitude 3, le TDD. Parce que, 1, je documente mon code. 2, je vérifie que mon code, il fait bien ce que je veux. Et 3, je suis sereine quand je l'amène en production. 4, extraire des fonctions. Je trouve que les fonctions, en tout cas pour du pré-processing de données, c'est l'unité qui est pas mal. Donc, 1, parce que ça me permet de réutiliser. J'essaie de faire une fonction, un comportement, pour pouvoir la réutiliser au maximum. Donc, si j'avais fait le extract Y avec le transform Y dans la même méthode, j'aurais pas pu extract Y sans le transformer. Donc, bref, je rends mon code très modulaire. Et surtout, j'abstract away complexity, donc j'abstrais la complexité et je cache les implementation details. C'est-à-dire, moi, à chaque fois maintenant que je manipule les data frames, je Google Panda, c'est quoi la méthode pour drop des colonnes, c'est quoi la méthode pour calculer machin. Alors que si j'avais fait une méthode qui dit ce qu'elle fait et je suis sereine, qui est testée et je sais qu'elle va m'extract le Y, j'ai plus besoin d'aller regarder sur Google à chaque fois et je peux utiliser mes fonctions directement et je gagne en rapidité, en productivité et voilà. Donc, et en charge mentale d'aller chercher ce que fait chaque lib, comment je fais ça, etc. Et finalement, clean code. Clean code, c'est plein de petits trucs. C'est bien nommer ses fonctions, bien nommer ses variables. Oui. C'est aussi utiliser un mot par concept. Donc quand j'utilise Y, je l'utilise partout pour la même chose. C'est pour la colonne des prédictions. Je n'utilise pas Y à 5 endroits différents. C'est tout ce qui est side effect, essayer de ne pas modifier les données en entrée, respecter les conventions PEP 8, bref, plein de petits trucs comme ça. Et ça me fera gagner du temps à long terme. Et je pense que c'est fini. Voilà, c'est tout.